Ce soir au point, la course à la succession de Brian Mulroney est ouverte. Jean Charest peut-il rattraper Kim Campbell? Que veulent les étudiants de Cégep et le président haïtien à la Maison-Blanche? Bonsoir, bienvenue au point. Eh bien, il y aura finalement une vraie course à la succession de la télévision. Julie l'a finalement rejoint il y a quelques instants. Monsieur Charest, vous avez hésité jusqu'à la dernière minute avant de vous présenter comme candidat à la chefferie du Parti conservateur. Pourquoi ces hésitations? Sur le plan personnel, c'est une décision qui est très difficile à prendre. On réalise, là, en faisant un peu de l'analyse, qu'on remet en question sa vie, finalement. Il faut penser à tout ce que ça implique. Mais en plus de ça, dans les derniers jours, les choses ont beaucoup changé. Le téléphone n'a pas dérougi de la fin de semaine. Et là, ça a été une succession d'événements. Mme Beatty, Mme McDougall, M. Beatty, M. Mazankowski. Ça a eu beaucoup de mouvements, les désistements des autres candidats. Alors, jusqu'à la fin, on réfléchit tout ça. Et pourquoi décidez-vous de vous présenter? Est-ce que vous avez obtenu des garanties en matière de financement? Notamment, je sais que vous ne voulez pas vous ruiner dans cette campagne. Personne ne veut se ruiner. Tout le monde part avec l'intention de ne pas se ruiner. On sait que c'est difficile de faire. Et moi, dans mon pas, celui qui est en premier rang, ça va être difficile de financer la campagne. Sauf qu'on pense pouvoir obtenir les ressources financières qu'il nous faut. Il n'y a pas de garantie pour personne. Et ceux qui pensent en avoir inhabituel et on sent qu'il va falloir secouer un peu les délégués et le processus parce que c'est pas... Moi, je ne peux pas croire que nous allons avoir une course au leadership et approuver la candidature de quiconque sans même qu'une seule idée ait été exprimée. Ça, ce serait quand même incroyable. Mais vous ne craignez pas de faire figure de figurant, vous sauvez le parti d'une certaine façon, il va y avoir un débat, il va y avoir de la publicité, mais dans le fond, est-ce que les jeux ne sont pas un peu faits? Je pense pas que les jeux soient faits. Et si je pensais que les jeux étaient faits, je me serais pas présenté. Et ça, j'ai beaucoup pesé ça, effectivement. On se demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que tout n'est pas décidé à l'avance? Finalement, ce que j'ai conclu, c'est que la situation dans laquelle je suis placé aujourd'hui, j'en ai connu d'autres semblables. J'ai pensé aussi au fait que si j'y vais, j'aurai l'occasion de m'exprimer, de dire des choses et gagner des délégués. Je suis allé dans l'Ouest aussi et je sais que j'ai des appuis substantiels et importants dans certaines régions du pays, incluant le Québec. Par ailleurs, Québec, vos appuis, on les a vus ce soir, sont quand même assez réduits. Est-ce que vous croyez que le rapport Charest, que toutes les affaires constitutionnelles vous collent à la peau en ce moment? Julie, ce serait quand même, écoutez, on ne va pas tomber dans l'absurde. L'argument fait que je suis trop fédéraliste pour être premier ministre du Canada. Là. Ça fait partie un peu du contexte, de l'euphorie du début de la campagne à la chefferie. Cette campagne-là va durer 3 mois. J'en ai fait d'autres courses à la chefferie. Dans notre parti à nous, ce sont les délégués qui décident qui sera le prochain chef. Et dans les 2 dernières courses à la chefferie, la personne qui était premier au premier tour de scrutin n'a pas été premier au dernier tour de scrutin. Alors, il faut aborder la course de cette façon-là. Il faut y aller pour gagner aussi. Une des difficultés que j'avais, moi, et au Québec comme ailleurs, les gens se disaient, Charest, il va pour la prochaine fois, à cause de mon âge, entre autres. Alors là, justement, votre âge, vous avez 34 ans. Comment pouvoir convaincre les gens que vous êtes assez vieux? On sait que Joe Clark, qui avait 39 ans quand il a pris le pouvoir, était déjà le plus jeune premier ministre du Canada. Mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Ça ne vous empêche pas d'être reporter au point et de très bien le faire. Et, oui, mais je ne veux pas être premier ministre. Ah, je ne sais pas. Moi, la course est ouverte à tout le monde. Julie, vous pouvez toujours vous présenter. Mais pour vous, ce n'est pas un handicap majeur? Non, c'est pas un handicap. Tous les gens qui me connaissent bien, vous allez voir, il y a des appuis, entre autres, chez des gens qui me connaissent bien, avec qui j'ai travaillé, qui, eux, sont prêts à me seconder. Mon âge ne m'a pas empêché, moi, d'être ministre de l'Environnement et d'être chef de la délégation canadienne qui est allée au Sommet de la Terre à Rio. Ça ne m'a pas empêché de présider un comité parlementaire important. Ça ne m'a pas empêché de piloter des dossiers importants non plus. Et je n'ai jamais, les gens à Sherbrooke ailleurs ne perçoivent pas mon âge comme étant un problème. Ça n'en est pas un. Qu'est-ce qui vous distingue de Kim Campbell en quelques mots? Mais Kim Campbell n'est pas candidate encore. Voyez-vous, c'est un peu la situation dans laquelle on est. On nous demande de se distinguer par rapport à l'autre candidature, alors que
elle ou d'autres personnes ne se sont pas encore lancées dans la course. Mais avez-vous des idées nouvelles? Avez-vous des projets? J'ai des idées. Oui, j'ai des projets, j'ai des idées nouvelles. D'abord, je peux vous dire sur le plan économique qu'il va falloir faire un débat important sur la situation financière du gouvernement fédéral et de tous les gouvernements au pays parce que nous faisons face à une situation de déficit et de dette qui est extrêmement importante. En plus de ça, il va y avoir un débat à faire, je pense, sur le sens que nous devons donner à la participation des citoyens et citoyennes canadiennes à notre société. Et sur ce plan-là, j'aurai des choses précises à proposer aux délégués, aux gens de notre parti et au pays. Quel genre de campagne voulez-vous faire, M. Charest? Parce que M. Beatty, hier, a dit pour battre Mme Campbell, il faudrait une campagne agressive. Est-ce que vous voulez faire une campagne agressive? Je vais parler de ce que j'ai à proposer, moi. Mais ce sera une campagne qui va se faire en famille, en étant conscient, de la part d'un parti politique qui, d'une part, est au pouvoir depuis 8 ans et demi, qui est très conscient du fait que le lendemain va arriver rapidement. Il va y avoir une élection fédérale qui va suivre très, très rapidement. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait un certain niveau de maturité dans le débat, malgré le fait que les courses à la chefferie, il ne faut pas se raconter des histoires, ça polarise. C'est la nature même de la course à la chefferie qui est comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans l'absurde et dire, ben voilà, il ne faut pas avoir de débat en politique parce que ça nous divise quand même. Il faut aussi permettre l'émergence de ces idées-là, avoir des débats et permettre aux gens de se faire valoir. Sur ce plan-là, moi, je suis assez confiant de ce que j'aurais à proposer et à dire. Qui est responsable de ce couronnement de Kim Campbell, à votre avis? C'est à vous qu'il faudrait poser la question. C'est vous qui êtes observateur. Je ne sais pas si ça peut être attribuable, ce phénomène d'intérêt, qui, soit dit en passant, tant mieux pour elle. Tout ça est bon pour le parti, bon pour elle aussi, mais c'est plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on s'intéresse à une personne, à une candidate. Et on verra par contre si en bout de ligne, les délégués, eux décident de choisir cette candidate-là, Mme Campbell, ou une autre personne. Ça va être une campagne probablement dure. Vous avez déjà perdu des amis. Je pense à Pierre Blais qui a pris position pour Mme Campbell. C'est donc déjà assez dur. Les campagnes à la chefferie, par nature, ça polarise. Et en ce sens-là, il faut le savoir avant d'entrer. Il ne faut pas faire à semblant qu'une course à la chefferie, tout ça se règle facilement. En même temps, quand moi j'en ai fait une course en 83, ceux qui en ont déjà fait ont de l'expérience, savent que les lendemains arrivent vite d'une part, que les gens avec qui on rivalise aujourd'hui, on va les retrouver autour de la même table le lendemain. Alors il faut aller aborder la course à la chefferie avec cette vision-là, en sachant d'avance. Et moi, c'est de cette façon-là que je l'aborde. Ça sera très positif. Moi, j'ai l'intention de parler des idées que j'ai à proposer. Et le reste, ben, on verra lorsqu'il y aura des candidats. On fera un contraste des idées, mais tant qu'il n'y en a pas, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de course d'entamée. Merci beaucoup, M. Charest. Plaisir. Alors, nous retrouvons maintenant à Sherbrooke Julie Miville-Deschênes. Julie, j'ai entendu le discours de M. Charest plus tôt ce soir. J'entends cette entrevue-là. Il parle beaucoup de difficultés. Il parle aussi de la tournure des événements qu'il juge assez sévèrement. On a l'impression d'une décision qui n'est pas très enthousiaste. Effectivement, son discours, Jean-François, n'était pas très inspiré. C'était un long discours et on a senti pas mal d'angoisse. Les gens qui le connaissent bien disent qu'il a regardé souvent ses feuilles, que ce n'était pas le Jean Charest qu'on a l'habitude de voir très enflammé. Aussi, on peut peut-être mentionner que dans ce discours, on croyait entendre souvent Brian Mulroney, qu'il a parlé des mêmes données économiques. Il a dit, rappelez-vous, on avait un gros déficit quand on a pris le pouvoir. Il fallait prendre des décisions douloureuses. Il faut contrôler le déficit. Donc, on n'a pas encore senti ces nouvelles idées dont M. Charest dit qu'il va nous parler plus tard dans la campagne. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il rend service au parti en se présentant ou s'il pense vraiment gagner? Bon, vous l'avez dit, il a hésité très longtemps avant de se présenter. Ça a été très douloureux, cette décision. Bien sûr, il rend service au parti parce qu'à part Kim Campbell et Jean Charest, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait d'autres candidats de prestige. Bien sûr, il y a quelques simples députés. Donc, il va quand même y avoir un débat d'idées. Et c'est ça que certains partisans de Jean Charest me disaient ce soir. Ils disaient, on sait qu'il ne va pas gagner, mais quand même, on va avoir un débat d'idées. C'est ça qu'on veut. On veut avoir un peu de publicité pour le Parti conservateur. Tout de même, pour entrer dans la course, on croit que M. Charest
Charest a peut-être obtenu certaines garanties. Deux choses l'inquiétaient. D'abord, la question du financement. Il dit que ça coûte entre 1 et 2 millions de dollars faire une campagne à la chefferie, c'est très cher, et il ne voulait pas être endetté toute sa vie. On sait que là-dessus, sa femme aussi voulait avoir des garanties. On sait qu'il a 3 jeunes enfants, Jean Charest. Des sources indiquent qu'on aurait pu lui donner un signal que l'argent allait rentrer. Deuxième chose, M. Charest était inquiet de ses appuis. Il veut quand même faire une campagne honorable. Il ne veut pas que tout ça tourne au ridicule, qu'il ait 2 à 3 personnes derrière lui. Là, on va bien voir s'il va pouvoir développer des appuis. On dit que peut-être Mazankowski, qui a décidé de ne pas se présenter, pourrait appuyer Jean Charest, mais il n'y a rien qui est sûr à ce stade-ci. Julie, en terminant, il a évoqué lui-même son âge comme handicap et ce sera une campagne très difficile. Il le répète sans arrêt. Qu'est-ce qui peut le faire gagner? Quels seront ses atouts, d'après vous? Écoutez, la campagne sera longue, Jean-François. Elle va durer 3 mois. Kim Campbell peut toujours déraper, c'est possible. Les sondages, pour l'instant, la mettent très en avance. 38 des conservateurs seraient en faveur de Kim Campbell, 5 seulement en faveur de Jean Charest. Jean Charest pourrait jouer sur le fait que c'est un homme de famille, qu'il a 3 enfants. Ça pourrait plaire aux conservateurs qui aiment les valeurs familiales. Kim Campbell a d'autres atouts. Alors, on va voir comment tout ça va se passer. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura d'autres candidats? M. Mazankowski vient de dire non. Est-ce qu'il y en aura d'autres importants, là, en 2 mots? D'autres candidats importants. Pour l'instant, Jean-François, rien n'indique qu'il y aura d'autres candidats de prestige à part Mme Kim Campbell et M. Jean Charest. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Après la pause, que veulent les cégepiens? Après une journée de débrayage aujourd'hui, les étudiants de cégep ont obtenu au moins une chose. Demain, le bureau qui coordonne la coalition collégiale rencontrera la ministre de l'Éducation, Mme Robillard. Depuis déjà plusieurs semaines, les étudiants de cégep promettent de mener une bataille contre ce qu'ils croient être les intentions de la ministre. Certains aspects qu'elle a déjà évoqués publiquement de son fameux projet de réforme des collèges. En particulier, cette idée d'imposer des frais de scolarité pour les élèves qui subissent trop d'échecs. Ou ce projet aussi de réduire le nombre de cours de philosophie ou d'éducation physique. Autant de projets dont la ministre de l'Éducation refuse maintenant de confirmer l'existence. La rencontre de demain réussira-t-elle à rassurer les étudiants? Nous en parlons maintenant avec 2 de leurs représentants. Alors, Myriam Bourdeau, vous êtes étudiante en lettres au Cégep du Vieux-Montréal et vous êtes responsable du secrétariat pour le Bureau d'information et de communication de la coalition collégiale. On pourra dire un peu ce que c'est tout à l'heure. Et puis, Frédéric Lapointe, vous êtes étudiant au Cégep Bois-de-Boulogne, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec qui représente un certain nombre d'associations étudiantes. Myriam Bourdeau, vous êtes partie de ce bureau-là qui coordonne un peu l'action étudiante. Pourquoi faire des moyens de pression, la grève ou bien journée d'études dans les cégeps aujourd'hui, sur un projet de réforme qui n'est même pas connu du public? Et en fait, des rumeurs de réforme, c'est tout ce qu'on a. Des rumeurs. Il y a 2 réponses à ça. La première, je pense que si on attend que le projet soit déposé, ça va être trop tard pour réclamer les choses, ce qu'on aurait aimé qu'il soit dans le projet. Donc, si on attend ça, il est trop tard pour nous. Les rumeurs qui ont été lancées pour nous, c'est comme un test pour savoir si on va réagir ou pas à ça, finalement. Vous pensez que c'est des ballons d'essai, là, les rumeurs qui ont été lancées? Que ça vienne de n'importe où, c'est là. Et c'est là pour attirer notre attention. Nous, on répond à ça. Que ces rumeurs-là soient répétées de jour en jour, il doit y avoir une base quelque part. Donc, nous, on répond à ça, pas de la même façon qu'on a l'habitude d'y penser. C'est-à-dire que si on fait des journées d'études, c'est pas nécessairement pour répondre à ces rumeurs-là, mais peut-être plus, on voit qu'il y a un projet qui s'en vient. Et nous, on veut donner notre position parce que les étudiants n'ont pas été consultés de la façon qu'on aurait voulu.
Mais pourtant, vous êtes allé à la commission parlementaire, vous avez été consulté, comme tout le monde, en fait. Je pense... Vous avez pu y aller, effectivement, il y a plusieurs organisations qui ont déposé des mémoires, notamment la Fédération étudiante collégiale. Exactement, je l'ai devant moi. Et vous avez remarqué que dans le mémoire, nous n'avons pas traité des points du curriculum obligatoire. Nous n'avons pas pris position concernant la philosophie. Nous n'avons pas pris position concernant l'éducation physique. Et nous n'avons pas non plus pris quelconque position par rapport aux cours d'anglais ou aux cours complémentaires. Cependant, nos étudiants ont des opinions arrêtées sur ces sujets-là et je dois vous dire qu'on n'était pas en mesure de dégager un consensus, on n'était pas en mesure de consulter l'ensemble de nos étudiants avant la commission parlementaire, ce que nous avons fait par sondage à la rentrée, par contre. Et ce qu'on a eu comme retour de ce sondage-là, c'est que le 3/4 des étudiants étaient en faveur du maintien intégral des cours d'éducation physique. Donc, face à ça, on s'attendait bien à ce que les étudiants réclament le maintien de ces cours-là, puisque la ministre, depuis 2 ans déjà, se promène dans le réseau en demandant aux intervenants qu'est-ce que vous pensez de l'abolition des cours d'éducation physique. Donc, ce ne sont pas que des rumeurs, ce sont des intentions véritables. Et les étudiants sont très nerveux par rapport à ça. Ils se rappellent les décisions gouvernementales vis-à-vis des frais de scolarité à l'université lorsque c'est arrivé un 15 décembre en fin de session. On ne veut pas se faire le même coup. Donc, vous ne voulez pas attendre qu'il y ait des propositions concrètes apportées par la ministre. Vous voulez déjà sensibiliser les étudiants et le grand public sur ce que vous voulez, c'est ça? Nous comme fédération, nous attendons. On a participé de façon avec toute la bonne volonté du monde à cette commission parlementaire-là. Nous avons fait dûment nos devoirs, nous avons consulté notre monde, nous avons fait part à la commission parlementaire de nos opinions. On est un peu liés par le processus et nous devons le respecter. Cependant, nos associations étudiantes et nos étudiants, vous le remarquez présentement, ne sont pas tenus de le faire. Ils sont très nerveux, ils sont très anxieux par rapport aux réformes. Alors, parlons parmi toutes ces rumeurs-là. Là, vous avez évoqué l'éducation physique. Je pense qu'il y a 3 points. Décrivez-nous un petit peu là, ce qui vous inquiète parmi toutes les rumeurs de changements possibles et de réformes. Les 3 points sur lesquels on se concentre présentement, l'éducation physique, très claire, le ticket modérateur. L'éducation physique, c'est-à-dire l'idée de supprimer partiellement ou complètement les cours d'éducation physique, de les remplacer par autre chose éventuellement. Des cours pratiques et théoriques, un nombre d'heures très, très réduit. Donc, vous êtes contre ça. Ensuite, le ticket modérateur. C'est clair. Le ticket modérateur, pour nous, ça représente, pour la majorité des étudiants, je devrais dire, ça représente une porte ouverte aux frais de scolarité. Nous, c'est comme ça qu'on le voit. De la part du gouvernement, c'est comme si on nous présentait une taxe. Une taxe arrive, du moment qu'elle est rentrée dans la loi, on peut toujours l'augmenter. C'est la même chose pour le ticket modérateur et ça fait très peur aux étudiants. Dès qu'on introduit des frais, ne serait-ce que des petits frais, ça ouvre la porte à grandir cette assiette-là. Du moment que le principe est là, après et puis, 3e point, les cours de philosophie. De philosophie. Ça aussi, c'est très clair qu'on veut garder nos cours de philosophie et on veut garder le nom de philosophie aussi. On veut pas... de l'histoire des idées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre les idées des autres, mais on peut pas en créer des nouvelles idées, on peut pas en développer d'autres. Non, c'est pas ça, la philosophie. On veut garder, c'est très clair là-dessus. Prenons l'exemple de ticket modérateur. Là. Le prétexte... encore là, c'est une rumeur. Là. On ne sait pas... on ne sait pas s'il va y en avoir. Donc, pourquoi faire une bataille maintenant sur, en fait, une sorte d'écran de fumée, là? Mais enfin, c'est plus qu'un écran de fumée. Le Conseil du Trésor en parle couramment. On en parlé couramment durant sa commission parlementaire. La ministre n'arrête pas de parler d'incitatifs financiers à la réussite. Alors, si ce n'est pas un ticket modérateur, je me demande bien de quoi elle parle. Et les étudiants ont peur de ce ticket modérateur-là, justement parce que c'est une porte ouverte aux frais de scolarité. Mais il ne faut pas oublier que... le prétexte à ce ticket modérateur-là, c'est d'éviter les abus et de rassurer le contribuable qui paie. Mais c'est-à-dire que la ministre, d'ailleurs, qui vous dit aujourd'hui, vous devriez, plutôt que de faire des journées d'études, de vous occuper de vos études, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de contrôle là, de la productivité des étudiants et d'une certaine façon de l'utilisation adéquate par les étudiants de ce qu'on leur offre gratuitement? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de contrôler ça? Effectivement, et on l'admet. Je pense que vous le dites dans votre mémoire, vous êtes pour la réforme. Et on l'admet. Enfin, pour la réforme, c'est beaucoup dire. On verra lorsque l'ensemble sera connu. Mais présentement, il y a des outils qui permettent aux réseaux, aux administrations, de faire en sorte que les étudiants suivent leurs études de façon responsable. Qu'on pense à l'article 33 du régime pédagogique collégial qui ne permet pas à un étudiant de couler 2 sessions de suite.
On n'en parle pas présentement parce qu'on veut imposer un ticket modérateur. On ne parle pas non plus du fait qu'il est impossible d'abandonner des cours collégiales présentement, contrairement à l'université. C'était possible jusqu'à tout dernièrement. Ces mesures-là font mal à certains étudiants et particulièrement là, à nos militants. Et évidemment, on n'a pas fait de journée d'études, on n'a pas fait de grève là-dessus. Pour une raison bien simple, c'est qu'on comprend qu'il faut ajouter de la rigueur dans le système, que ce soit au niveau des profs, au niveau des étudiants. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on veuille imposer des frais de scolarité avec le prétexte d'amener de la rigueur chez les étudiants. Les instruments sont là, ils n'ont qu'à s'en servir. C'est inutile et abusif d'imposer des frais de scolarité. Parmi tous les mouvements de pression, là, il y a, je l'ai dit, des journées d'études, des journées de grève. Certains cégeps, comme Maisonneuve à Montréal, vont, semble-t-il, voter des grèves illimitées. Est-ce que c'est pas, justement, en se lançant une bataille déjà sur des éléments de réforme qui ne sont pas encore connus, est-ce que c'est pas, d'une certaine façon, donner un coup d'épée dans l'eau? Et quand arrivera la vraie bataille, vous serez un peu épuisé, d'une certaine façon, vous occupez de la coordination de tout ça? Oui. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on ne veut pas attendre que ça soit fait pour donner notre position. Maintenant, ce qui est important, nous, on est pour une réforme, ça c'est clair. Oui, on veut améliorer notre système d'éducation. Tous les étudiants disent ça, je pense, de toute façon. Tous les étudiants disent ça, on est les premiers à le dire. Maintenant, il y a une façon de le faire et je pense que c'est ce qu'on demande à la ministre présentement. Demain, vous allez la voir d'ailleurs, la ministre. Je pense que le BIC a rendez-vous avec la ministre. Est-ce qu'il se peut qu'elle tue dans l'œuf tout votre mouvement en vous disant tout ce que vous critiquez, là, ce n'est pas dans le projet de réforme? Ça m'étonnerait qu'elle s'ouvre complètement, évidemment. Mais je pense qu'on est là pour aller chercher des informations et n'importe quelle information qu'on va pouvoir retirer de cette rencontre-là va être bénéficiaire pour l'ensemble des étudiants. Si elle ne veut pas qu'on se batte sur des rumeurs, à ce moment-là, qu'elle nous donne quelque chose pour travailler. C'est ce qu'on demande. Et on réclame que la réforme soit publique le plus rapidement possible parce que les étudiants, comme je l'ai dit, ont peur de se faire faire. D'accord. Merci beaucoup. Après la pause, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide. Depuis quelques semaines, le président en exil d'Haïti commençait à s'impatienter. Dans des interventions publiques, Jean-Bertrand Aristide défiait même le président des États-Unis, Bill Clinton, de fixer une date précise pour son retour à Port-au-Prince. Déçu des promesses brisées et du manque de fermeté de Washington à l'endroit des putschistes haïtiens, Aristide parlait avec dérision des belles déclarations de Clinton. Eh bien, aujourd'hui, le président haïtien a changé de ton. Après une rencontre à la Maison-Blanche avec Bill Clinton, Aristide s'est dit rassuré. Pourtant, vous allez le voir vous-même, il n'a rien obtenu de ce qu'il exigeait à haute voix. Président Aristide, bonsoir. Bonsoir. Président, encore aujourd'hui, dans le New York Times, vous demandiez, vous exigiez même de l'administration américaine qu'elle fixe une date précise pour votre retour au pouvoir en Haïti. Visiblement, le président Clinton, à la suite de votre entretien, refuse de s'engager à fixer une date. Comment vous réagissez? Je réagis très bien parce que la démarche s'inscrit dans une accélération du processus. Le retour, c'est pour bientôt. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par accélération? Du fait qu'ils disent qu'ils veuillent accélérer les négociations? Le président Clinton fait des pas d'accélération et nous pouvons les voir à travers la nomination de l'ambassadeur Petsulo. Nous aurions pu énumérer d'autres pas, c'est pour dire qu'il y a vraiment une accélération du processus du retour. C'est pour bientôt. Alors, expliquez-nous cette histoire de nomination d'ambassadeur. L'ambassadeur Petsulo va se concentrer sur le dossier haïtien et bientôt il sera aussi en Haïti, de concert avec le secrétaire d'État américain. Il travaille avec l'envoyé spécial, M. Dante Caputo, et avec nous, tout ceci pour accélérer le processus et déboucher sur la restauration de la démocratie. Mais je reviens encore, Monsieur le Président, à ce que vous disiez dans le New York Times. C'était très ferme. Vous exigiez qu'on fixe une date, qu'on mette fin aux belles paroles. Vous avez parlé de belles paroles il y a quelques semaines dans le même journal. Est-ce que ce ne sont pas encore de belles paroles? Je crois qu'il y a lieu d'y voir, je vais parler de cette rencontre, un événement historique où on va découvrir
les fruits de ces déclarations, et ceci dans un avenir qui n'est pas trop lointain. Mais vous avez déjà dit ça dans le passé. Je me souviens qu'on a fait une entrevue ensemble au moment d'une réunion de l'OEA et vous disiez on va voir les fruits dans les jours qui viennent. Il s'est passé des semaines depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui fait que maintenant vous êtes plus confiant? Je parle à la lumière de cette rencontre que je viens d'avoir avec le président Clinton. J'en suis sorti heureux. Vous exigiez aussi d'autres choses, entre autres qu'on renforce l'embargo autour d'Haïti, entre autres pour ce qui est du pétrole et des armes. Ensuite, vous exigiez aussi qu'on n'émette pas de visa aux États-Unis pour les responsables du coup et qu'on leur refuse l'accès à leur compte de banque aux États-Unis. Est-ce que vous avez eu des précisions là-dessus? Vous savez, la rencontre a eu lieu il y a environ 1 heure. Donc, d'ici les prochains jours, nous allons voir la différence. Est-ce que vous n'aviez pas dit, il y a quelques semaines, dans les journaux, à des journalistes, que vous en aviez assez des belles paroles américaines? Dans quelques jours, nous allons voir la différence. D'accord. Alors, vous avez aussi lancé à la suite de cette réunion-là un appel à la non-violence en Haïti. Vous avez demandé à vos partisans, entre autres, de ne pas user de représailles à l'endroit des auteurs du coup. Pourquoi cet appel à la non-violence? Cet appel résonne au cœur d'une réalité qu'on pouvait explorer, creuser depuis toujours. C'est-à-dire, j'ai toujours demandé qu'il y ait un processus de non-violence et la violence qui vient des responsables du coup d'État doit disparaître pour qu'elle soit à jamais lumière de paix, démocratie. Et de notre côté, j'ai toujours demandé au peuple haïtien de ne pas répondre par la violence à la violence. Donc, c'est pratiquement l'écho de cet appel qu'on a toujours entendu qui s'est résonné à travers cette déclaration. Donc, vous répétez un appel, c'est ça que vous faites? C'est ça. Alors, quelle est la prochaine étape, là? Qu'est-ce qui devrait se passer à compter de maintenant? C'est l'accélération du processus pour le retour. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les violations des droits de la personne ne pourront plus se multiplier. Et ceux-là qui se sont toujours opposés au retour à l'ordre constitutionnel devront s'incliner pour voir arriver la démocratie. Et nous, comme président de la République d'Haïti, nous le disons à nouveau, la paix, c'est pour tous, la démocratie, c'est pour tous, la croissance économique aussi. Donc, le pays qui projette l'image du verre brisé, et ceci depuis le coup d'État, nous sommes en route pour regrouper les différents secteurs de la nation comme on aurait rassemblé les divers morceaux d'un verre brisé. À court terme, Monsieur le Président, vous avez un peu remis en question l'efficacité de la mission là, des gens de l'OEA. Est-ce que vous souhaitez que tout de suite qu'on augmente le nombre de gens qui sont là actuellement, qui sont une quarantaine? Est-ce qu'à court terme, donc, vous souhaitez qu'il y ait une évolution précise en ce qui a trait à cette délégation? Je le souhaite. Ils sont 77, je crois. Et si on peut l'augmenter, ça va faciliter l'accélération de ce processus. J'en profite d'ailleurs pour saluer le Premier ministre Mulroney et son gouvernement, le peuple canadien aussi, dire merci de tout cœur au nom du peuple haïtien, car leur participation dans l'accélération de ce processus, dans l'envoi de cette mission, est importante et nous pouvons regarder avec nos propres yeux le bon travail que font nos amis canadiens en Haïti. Mais vous avez récemment émis des réserves justement sur ce qui se passait actuellement. Oui, c'est-à-dire que quand on a frappé, battu Monseigneur Willie Romulus, exactement, c'était grave, c'est encore grave, car sa vie est toujours exposée, comme la vie du peuple haïtien en soi. Donc, plus on peut avoir une accélération du processus pour mettre fin à ces violations des droits de la personne, plus ça ira. Et la rencontre de cet après-midi s'inscrit précisément dans cette accélération de processus où l'on verra, je le crois, la démocratie devenir une réalité en Haïti. Merci beaucoup, Président Aristide. Merci à vous.
Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas SRC Bonjour, demain matin, 7 h. Bonne fin de soirée. À bientôt. Radio-Canada, le réseau national.